C'était le dernier jour avant la fermeture définitive de la petite boutique qui avait été toute la vie de Don Roberto. Il ignorait que, ce soir-là, un simple inconnu qui viendrait frapper à sa porte pour demander un morceau de pain et un verre d'eau allait bouleverser son destin et lui offrir le plus grand miracle de son existence. Le soleil de décembre perçait faiblement à travers les vitres poussiéreuses de El Abarrote San Miguel, cette modeste épicerie qui avait été le cœur battant de Don Roberto Mené pendant 3 décennies. Ses mains, calleuses et tremblantes, passaient pour la dernière fois le chiffon humide sur le comptoir de bois usé. Son regard fatigué parcourait chaque recoin du magasin, comme pour graver dans sa mémoire chaque détail avant que ce lieu n'appartienne plus qu'au passé. Les étagères qui jadis débordaient de produits semblaient aujourd'hui désolées, presque fantomatiques. Quelques conserves de haricots périmés traînaient encore, 3 petits pains rassis de la veille et quelques bonbons poussiéreux attendaient des clients qui ne viendraient plus. Dans un coin, la vieille caisse enregistreuse restait ouverte, révélant un tiroir vide, un rappel cruel de l'échec qu'il pensait être devenu. Don Roberto avait 62 ans. Ses cheveux grisonnants et ses mains ridées portaient les marques de toute une vie de travail honnête. Depuis la mort de Carmen, son épouse, 5 ans plus tôt, le monde avait perdu ses couleurs. Elle n'avait pas seulement emporté son sourire et sa tendresse, elle avait aussi été celle qui tenait les comptes et maintenait l'équilibre de l'affaire. Sans elle, tout avait commencé à s'effondrer. Les temps avaient changé. Les grandes chaînes de supermarchés s'étaient installées dans le quartier de Santa Maria, avec leurs prix cassés et leurs promotions impossibles à concurrencer. Les voisins, ses clients fidèles de toujours, s'étaient mis à marcher quelques rues de plus pour économiser quelques pesos. Don Roberto ne leur en voulait pas, il aurait fait pareil à leur place. Demain, l'avocat Herrera viendrait pour officialiser la saisie. Les loyers impayés, les dettes accumulées avec les fournisseurs, tout cela formait un mur infranchissable. Son frère Arturo lui avait proposé un poste dans son atelier mécanique, mais l'idée de travailler sous les ordres de quelqu'un après avoir été son propre patron pendant 30 ans lui serrait le cœur. Il rangea méthodiquement les quelques produits restants, ses pensées vagabondant vers les années dorées de la boutique, les dimanches animés après la messe, les enfants qui dépensaient leurs petites pièces de monnaie pour s'offrir des bonbons, les femmes bavardant entre elles en choisissant des légumes encore frais, et Carmen qui servait le café le plus parfumé du quartier à ceux qui restaient papoter. À présent, le silence était assourdissant. Seul le bourdonnement intermittent du vieux réfrigérateur et le bruit lointain de la circulation venaient troubler l'air figé. Assis sur le petit tabouret derrière le comptoir, il sortit de son portefeuille une photo froissée, lui et Carmen, le jour de l'ouverture de la boutique. Il souriait, rayonnant, les yeux pleins d'espérance. « Qu'est-ce que tu me conseillerais de faire, ma vieille ?» murmura-t-il. Les larmes lui montèrent aux yeux, mais il les essuya rapidement, les hommes de sa génération ne s'autorisaient pas à pleurer. Se redressant avec une résolution douloureuse, il entreprit de baisser les lourds rideaux métalliques, il valait mieux en finir. 3 petits coups frappés à la porte l'arrêtèrent net. Il consulta sa montre, il était déjà 8h30. Il avait fermé depuis plus d'1 heure. Sans doute un voisin qui avait besoin de quelque chose en urgence. Même dans la misère, Don Roberto n'avait jamais su refuser un service à qui le lui demandait. En ouvrant la porte, il se retrouva face à un homme qu'il n'avait jamais vu dans le quartier. L'étranger était de taille moyenne, mince, les cheveux longs et sombres retombant sur ses épaules, la barbe fournie mais soignée. Ce qui frappait le plus, c'étaient ses yeux, profonds, paisibles, chargés d'une sagesse ancienne. Ses vêtements étaient simples mais propres, un pantalon de toile, une chemise blanche et un vieux pull de laine élimé. Sa peau allait et ses traits suggéraient qu'il venait d'un village de l'intérieur. « Bonsoir », dit-il d'une voix douce mais assurée. « Pourriez-vous me vendre un pain et me donner un verre d'eau ?» Don Roberto hésita. Les rideaux étaient presque baissés et il avait déjà fait sa caisse. Mais il y avait dans la voix de cet homme, dans son regard, une telle dignité qu'il n'eut pas le cœur de le renvoyer. « Entrez, jeune homme. Je n'ai plus grand-chose à offrir, mais prenez ce qu'il reste. » L'homme entra lentement, observant la boutique avec un respect presque religieux. Il s'arrêta devant les étagères clairsemées, puis laissa son regard se poser sur les photos de famille accrochées derrière le comptoir. « Votre boutique est belle, » dit-il finalement. « On voit qu'elle a été tenue avec amour. » Ces mots frappèrent Don Roberto de plein fouet. Cela faisait des mois qu'il n'entendait plus que des plaintes, les clients râlaient parce qu'ils n'avaient pas ce qu'ils voulaient, ou parce que ses prix étaient plus élevés qu'ailleurs. « Elle était belle », répondit-il d'une voix chargée de nostalgie. « Demain, je la ferme pour toujours. » L'homme le regarda avec compassion, comme s'il pouvait sentir le poids de son chagrin.
Il posa doucement ses mains sur le vieux comptoir, caressant le bois poli par les années. Puis-je savoir pourquoi? D'ordinaire, Don Roberto n'aurait jamais confié ses problèmes à un inconnu. Mais il y avait dans la présence de cet homme une paix qui l'invitait à parler. Les dettes m'ont rattrapé, avoua-t-il. Ma femme gérait les comptes. Depuis sa mort, tout est allé de travers. Je ne peux plus lutter contre les grandes surfaces. Il sortit l'un des derniers pains, remplit un verre d'eau et les posa sur le comptoir. L'étranger les prit avec une sorte de révérence, comme si c'était un festin. Combien vous dois-je? Rien. C'est la moindre des choses. Vous avez l'air fatigué. Un sourire se dessina sur le visage de l'homme, illuminant toute la pièce d'une lumière étrange, presque irréelle. Vous êtes bien Don Roberto, n'est-ce pas? Surpris, il sursauta. Son nom n'apparaissait nulle part. Oui, mais comment le savez-vous? L'homme continua, imperturbable. Votre épouse s'appelait Carmen. Elle est partie il y a 5 ans, emportée par la maladie. Vous avez ouvert cette boutique en 1994, l'année même de votre mariage. Vous avez 2 enfants, Miguel, qui vit aux États-Unis, et Patricia, qui réside à Monterrey. Cela fait 3 ans que vous ne les avez pas vus. Don Roberto resta pétrifié. Un frisson glacé lui parcourut l'échine. C'était impossible. Personne ne pouvait connaître ces détails. Qui êtes-vous? Souffla-t-il, la voix tremblante. L'homme termina calmement son pain et but la dernière gorgée d'eau. Puis il planta son regard dans celui de Don Roberto. C'était comme si cet étranger voyait jusqu'au fond de son âme. Je suis quelqu'un qui connaît la valeur des cœurs généreux, dit-il doucement. Et le vôtre est l'un des plus purs que j'ai rencontrés. Je ne comprends pas. Depuis 30 ans, vous avez aidé ce quartier. Vous avez donné du crédit aux familles pauvres, offert des médicaments aux enfants malades, prêté de l'argent en sachant qu'on ne vous le rendrait pas. Vous avez écouté les veuves, conseillé les jeunes. Vous avez été un père et un grand-père pour toute cette communauté. Don Roberto sentit les larmes revenir. Oui, il avait fait tout cela. Mais pour lui, ce n'avait jamais été héroïque, seulement ce qui devait être fait. Et pourtant, à la fin, cela ne m'a pas sauvé, murmura-t-il. La bonté ne paie pas les factures. L'homme s'approcha encore. Il semblait soudain plus grand, plus imposant, comme si toute la pièce se remplissait de sa présence. Qu'est-ce qui vous fait le plus mal dans cette fermeture? La question le transperça. Don Roberto se laissa tomber sur le tabouret, incapable de tenir debout. De ne plus pouvoir aider les miens, confessa-t-il. Doña Rosa, qui a besoin de ses médicaments pour le diabète. Le petit Carlito, qui vient faire ses devoirs ici parce que chez lui il n'y a pas d'électricité. Les jeunes qui cherchent un petit boulot le week-end. Je ne serai plus là pour eux. Un silence profond s'installa. Et si je vous disais qu'il existe un moyen de sauver votre boutique? Don Roberto releva la tête d'un coup. Son cœur battait à tout rompre. Comment? L'homme tendit sa main, paume ouverte. Avez-vous confiance en moi? C'était une question étrange venant d'un inconnu, mais au fond de lui, Don Roberto sut que oui. Cet homme ne lui voulait aucun mal. Oui. Alors, fermez les yeux et donnez-moi votre main. Il obéit. La main de l'étranger était chaude, étonnamment douce, comme celle de quelqu'un qui n'a jamais fait de travaux pénibles. Une étrange sensation, semblable à un courant électrique, remonta le long de son bras et fit vibrer tout son corps. Lorsque Don Roberto abrió los ojos, le souffle lui manqua presque. Les étagères de la petite boutique qui, la veille encore, semblait prête à rendre l'âme, étaient désormais pleines à craquer. Et pas de n'importe quel produit, tout brillait d'une fraîcheur irréelle. Les fruits et les légumes semblaient avoir été cueillis à l'aube, encore perlés de rosée. Des viandes fraîches trônaient dans le réfrigérateur, des pains dorés embaumaient l'air, les étagères croulaient sous les conserves, les sucreries, les boissons et les produits de première nécessité. Tout resplendissait comme si un vent de prospérité avait soufflé pendant la nuit. Tremblant, Don Roberto avança vers la caisse. En ouvrant le tiroir, son cœur manqua un battement, il était rempli de liasses de billets neufs. Ses doigts tremblaient tandis qu'il les comptait. C'était assez pour régler chaque dette, chaque facture en retard, et même faire tourner la boutique pendant des mois. C'est impossible, murmura-t-il. Je dois rêver. L'homme mystérieux, toujours là, esquissa un sourire plein de douceur. Vous ne rêvez pas, Don Roberto.
Et vous n'êtes pas fou. Vous êtes simplement en train de redécouvrir ce qui devient possible quand on croit. Croire, en quoi, demanda-t-il d'une voix rauque. En ceci, que l'amour trouve toujours un chemin pour se manifester, que la générosité n'est jamais perdue, et que chaque acte de bonté crée des ondes qui dépassent tout ce que nous pouvons imaginer. Les yeux embués, Don Roberto s'adossa au comptoir pour absorber ce qu'il voyait. Tout défiait la logique, et pourtant, il pouvait toucher les produits, sentir le parfum des fruits, entendre le bruit sec des billets entre ses doigts. « Qui êtes-vous » demanda-t-il, presque suppliant. L'homme se dirigea vers la porte. Avant de disparaître, il se retourna. « Je suis quelqu'un qui n'oublie jamais ceux qui prennent soin de leurs frères. Demain, quand vos clients franchiront cette porte, souvenez-vous, la vraie richesse ne se mesure pas à ce que nous possédons, mais à ce que nous sommes capables de donner. » « Attendez » cria Don Roberto en courant vers la sortie. « Ne partez pas, j'ai 1000 questions. » Mais la rue était vide. Pas une silhouette à l'horizon. Comme si l'homme s'était évaporé dans l'air de la nuit. De retour dans sa boutique, Don Roberto alluma toutes les lumières, tout était bien réel. Les étagères remplies, la caisse pleine. Alors il s'assit sur son tabouret et éclata en sanglots. Mais pour la première fois depuis des années, ses larmes n'étaient pas amères, c'était une gratitude profonde, presque sacrée, qui jaillissait de son âme. Pour la première fois depuis 5 ans, il sentit la présence de Carmen, son épouse disparue. C'était comme si elle était là, à ses côtés, lui souriant, lui murmurant que tout irait bien. Il attrapa le téléphone et composa le numéro de son frère Arturo. « Roberto ? Mais enfin, il est presque 10 heures du soir. Arturo, je ne vais pas fermer la boutique. » Quoi ? Mais ce matin encore tu m'as dit que... Il s'est passé quelque chose que je ne peux pas expliquer. Mais j'ai décidé, la boutique reste ouverte. Un silence de l'autre côté. Roberto, tu es sûr que tout va bien ? Tu n'as pas bu ? Jamais je n'ai été plus lucide de toute ma vie. Demain je te raconte tout. Après avoir raccroché, Don Roberto se prépara un café et resta toute la nuit dans la boutique, veillant sur ce miracle comme on veille un nouveau-né. À l'aube, il avait déjà tout préparé pour accueillir ses clients. La première à arriver fut Doña Rosa, une vieille dame de 70 ans qui souffrait de diabète et venait chaque matin chercher ses médicaments. « Bonjour, Don Roberto » dit-elle en entrant avant de s'arrêter, stupéfaite. « Par le ciel, qu'est-il arrivé ? Tout est plein. » Don Roberto sourit. « Vos médicaments sont à l'endroit habituel, Doña Rosa. Mais, hier encore vous m'aviez dit que vous alliez fermer. » J'ai changé d'avis. Lorsqu'elle s'approcha du comptoir pour payer, il secoua la tête. Aujourd'hui c'est gratuit. Comment ? Parce que vous avez toujours été bien plus qu'une cliente, vous êtes mon ami. Les yeux de Doña Rosa s'emplirent de larmes. Don Roberto, vous avez toujours été si bon avec moi, mais je ne peux pas accepter. Bien sûr que si. Et à partir d'aujourd'hui, vos médicaments coûteront moitié prix. Toute la matinée, les voisins affluèrent, bouche bée devant la transformation. Certains demandaient d'où venaient tous ces produits. Don Roberto répondait simplement qu'il avait eu un bienfaiteur anonyme. Plus tard arriva Carlito, le petit garçon de 8 ans qui venait faire ses devoirs à la boutique, faute de table et de lumière chez lui. « Don Roberto » s'écria-t-il. « Je croyais que je ne pourrais plus venir. » Bien sûr que tu peux venir, mon grand. Cette boutique sera toujours ta maison. Le garçon s'installa dans son coin habituel, et Don Roberto lui apporta un verre de lait et des biscuits. « Dis, Don Roberto, comment vous avez fait pour que tout ça apparaisse comme par magie ?» L'épicier s'accroupit pour être à sa hauteur. « Tu sais, Carlito, parfois quand on fait les choses avec amour, l'amour revient vers nous de façon qu'on ne peut pas imaginer. » Carlito hocha la tête très sérieusement, comme s'il comprenait tout. À midi arriva le licencié Herrera, l'avocat chargé de procéder à la saisie. Il entra avec son habituel air supérieur, un dossier bourré de papiers sous le bras. En voyant la boutique pleine, il resta bouche bée. « Don Roberto, mais qu'est-ce que cela signifie ? » Cela signifie, répondit calmement l'épicier, que j'ai de quoi régler mes dettes. Il posa plusieurs liasses de billets sur le comptoir. Voilà 3 mois de loyer, plus les intérêts, et toutes mes dettes envers les fournisseurs. Comptez si vous voulez. L'avocat recompte 2 fois, incrédule. Tout est exact. Mais, où avez-vous trouvé tout cet argent ?
Disons que j'ai reçu un héritage inattendu, répondit don Roberto avec un sourire énigmatique. Une fois l'avocat parti, la boutique retrouva son calme. Don Roberto se servit un café et resta assis, contemplatif. Les questions tourbillonnaient dans son esprit, qui était cet homme? Comment avait-il fait? Pourquoi l'avait-il choisi, lui? Mais au fond de lui, une certitude plus forte que tout, sa vie avait changé à jamais. Pas seulement parce que la boutique était sauvée, mais parce qu'il venait de retrouver ce qu'il croyait perdu, l'espérance. Il prit la photo de Carmen qu'il gardait toujours sur le comptoir. Petite vieille, je crois que nous avons reçu la visite d'un ange. À cet instant, une brise légère fit frissonner les papiers posés devant lui, alors que toutes les portes et fenêtres étaient fermées. Il eut la sensation que Carmen acquiesçait, invisible mais présente. Pour la première fois depuis longtemps, don Roberto sentit renaître en lui l'envie de servir, de travailler, de faire partie de la vie de son quartier. Il ne savait pas que ce qu'il venait de vivre n'était que le prélude à quelque chose d'encore plus grand. 3 jours plus tard, l'épicerie San Miguel était devenue le centre de gravité du quartier Santa Maria. La rumeur de son incroyable résurrection s'était répandue comme une traînée de poudre, attirant même les habitants des quartiers voisins, curieux de voir la boutique qui était revenue de la mort. Désormais, don Roberto se levait à 5 heures du matin, 1 heure plus tôt qu'avant, non par obligation mais parce qu'une nouvelle énergie l'animait. Il se sentait 20 ans plus jeune, comme à l'époque où Carmen était encore en vie. Et le plus surprenant, les produits semblaient se renouveler tout seuls pendant la nuit. Peu à peu, il développa une étrange intuition, il savait ce dont chaque client avait besoin avant même qu'il ne le demande. Ce jeudi-là, alors qu'il rangeait les articles fraîchement apparus, il vit entrer Maria Fernanda, une jeune mère célibataire de 26 ans qui habitait l'immeuble d'en face. Fatiguée, les yeux cernés, elle portait encore les vêtements de la veille. « Bonjour, ma fille. Comment va le petit Sébastien ?» Maria s'arrêta net. Jamais don Roberto ne lui avait parlé ainsi, encore moins de son fils. « Il est malade, répondit-elle d'une voix brisée. Il a de la fièvre depuis 2 jours et je n'ai pas pu l'emmener chez le médecin. Je n'ai pas d'argent pour la consultation ni pour les médicaments. » Sans réfléchir, don Roberto se dirigea vers l'étagère des médicaments. Il prit un sirop pour enfants, de l'acétaminophène et des vitamines, les mit dans un sac et les lui tendit. « Prenez-les, dit-il doucement. »« Mais don Roberto, je n'ai pas de quoi payer. »« Qui vous a dit que vous deviez payer ? Vous êtes ma voisine, presque ma fille. » Maria éclata en sanglots. Ces derniers mois, elle avait frappé à tant de portes, imploré de l'aide tant de fois, et presque toutes s'étaient refermées devant elle. « Je ne sais pas comment vous remercier, souffla-t-elle, la voix brisée. Don Roberto eut un sourire bienveillant, un sourire qui rappelait celui d'un père rassurant son enfant. « En prenant soin de ce petit et en continuant d'être la mère courageuse que vous êtes déjà. Et si un jour vous avez besoin de plus, je serai là. » Quand Maria partit, le vieux commerçant resta quelques instants pensif, les yeux perdus dans le vide. D'où venait cette générosité qui coulait en lui comme une source intarissable? Bien sûr, il avait toujours été un homme de bonne volonté, mais jamais il ne s'était senti poussé à aider sans rien attendre en retour avec une telle force. C'était comme si quelque chose de profondément endormi en lui s'était réveillé cette nuit-là. Comme s'il avait retrouvé un morceau oublié de son âme. Plus tard, dans la matinée, il vit arriver don Esteban, le vieil homme du quartier. Septuagénaire, ancien mécanicien, il passait ses journées assis devant sa maison, à regarder défiler la vie avec cette amertume muette de ceux qui se croient devenus inutiles. Il entra dans la boutique en grommelant comme à son habitude. « Donne-moi une coca bien fraîche. » Don Roberto la servit, mais quelque chose l'incita à demander. « Dites-moi, don Esteban, vous savez encore réparer les vieux réfrigérateurs ?» Le vieillard le fixa, surpris, avant de redresser le dos. « Bien sûr que je sais. 50 ans à démonter des machines, on n'oublie pas ça du jour au lendemain. » Pourquoi? Mon frigo fait un drôle de bruit. Il fonctionne encore, mais j'ai peur qu'il tombe en panne, et franchement, je n'ai pas confiance en ces jeunes qui se disent techniciens. Les yeux de don Esteban s'illuminèrent pour la première fois depuis des mois. Voulez-vous que j'y jette un coup d'œil? Je vous en serai très reconnaissant. Et bien sûr, je vous paierai votre travail. Une demi-heure plus tard, don Esteban était derrière le comptoir, penché sur l'appareil, une vieille boîte à outils à la main. Ses doigts, engourdis par l'inaction, se remettaient à bouger avec l'assurance de celui qui retrouve sa vocation.
Le compresseur a besoin d'huile et il faut changer quelques joints, déclara-t-il d'un ton professionnel. Mais il est en bon état. Bien entretenu, il tiendra encore 10 ans. Combien je vous dois, maître? Le mot fit rougir le vieil homme. Voilà longtemps que personne ne l'avait appelé ainsi. Savez-vous quoi, Roberto? Offrez-moi simplement une autre coca et nous serons quittes. Vous m'avez rappelé ce que ça fait de se sentir utile. Cet après-midi-là, il revint avec les pièces de rechange et répara le réfrigérateur. Mais au lieu de s'en aller, il resta bavardé, évoquant le temps où le quartier était soudé, quand tout le monde se connaissait et se retrouvait sur la place le dimanche. Ce qui me manque le plus, dit-il en sirotant sa deuxième boisson, ce sont ces soirées où l'on se réunissait tous. Aujourd'hui, chacun reste enfermé chez soi, devant la télé ou le nez dans un téléphone. Don Roberto resta pensif, puis proposa. Et si on organisait quelque chose? Un petit rassemblement ici, devant la boutique. Café gratuit, un peu de musique, juste pour que les voisins se parlent à nouveau. Les yeux du vieil homme brillèrent. Vous feriez ça? Bien sûr. Cette boutique a toujours été plus qu'un commerce. C'était le cœur du quartier. Le lendemain, Roberto accrocha sur la porte une grande pancarte, dimanche en famille café gratuit, musique en direct et bonne compagnie à 16h. Sa nièce lui avait appris à utiliser WhatsApp, il y publia aussi l'invitation dans le groupe du quartier. Le vendredi matin, une surprise se présenta. Un jeune homme mince, aux lunettes rondes et à l'allure d'étudiant, entra dans la boutique, visiblement nerveux. Vous êtes Don Roberto? C'est bien moi, jeune homme. Je m'appelle David Sanchez, je suis journaliste pour Elle Occidentale. J'ai entendu parler de votre magasin, et des choses étranges qui s'y passent. Un frisson traversa Roberto. Il n'avait jamais réfléchi aux conséquences qu'aurait la diffusion de son histoire. Les gens poseraient des questions auxquelles il n'avait aucune réponse. Je ne vois pas de quoi vous parlez, dit-il prudemment. Écoutez, Sonore, reprit David d'une voix respectueuse, ma grand-mère m'a toujours dit que les anciens portent une sagesse dont nous, les jeunes, avons besoin. Je ne suis pas là pour me moquer ou vous ridiculiser. Je veux seulement comprendre. Il y avait quelque chose de sincère dans la voix de ce jeune qui apaisa l'inquiétude de Roberto. Depuis sa rencontre avec l'homme mystérieux, son instinct pour deviner les intentions des autres s'était comme aiguisé. Il sentit que David était quelqu'un de bien. Qu'aimeriez-vous savoir? David sortit une petite enregistreuse. Puis-je? Roberto acquiesça. Pendant 1 heure, il raconta tout, ses dettes, son désespoir, l'apparition de l'étranger. Le journaliste l'écouta sans l'interrompre, notant parfois quelques détails. Croyez-vous que c'était un ange? Demanda David en éteignant l'appareil. Roberto haussa les épaules, les yeux brillants. Je ne sais pas, fils. Mais je sais qu'à partir de cette nuit, tout a changé. Pas seulement les produits et l'argent, quelque chose en moi s'est transformé. J'ai compris que nous sommes ici pour nous soutenir les uns les autres, pour être une famille même sans partager le même sang. David resta pensif un moment. Allez-vous publier mon histoire? Demanda Roberto. Seulement si vous l'autorisez, et seulement si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes. Alors publiez-la. Si ce que j'ai vécu peut rappeler à quelqu'un que les miracles existent toujours, alors ça en vaut la peine. Le samedi après-midi, tandis qu'il préparait tout pour l'événement du lendemain, Roberto vit arriver Maria Fernanda avec son fils Sébastien. L'enfant, désormais complètement rétabli, courait partout en riant, éclatant de vie. Don Roberto, dit Maria les yeux pleins de larmes de joie, je viens vous remercier. Sébastien est guéri. Mais ce n'est pas tout, j'ai trouvé du travail. Quelle bonne nouvelle! Oui. Une dame du quartier voisin m'a embauché pour l'aider dans sa pâtisserie. Elle va même m'apprendre à faire des gâteaux et me payer le double de ce que je gagnais avant. Tout a commencé parce qu'une voisine lui a dit que vous m'aviez aidé pour les médicaments de Sébastien. Le commerçant sentit sa gorge se serrer. Les bonnes actions créent une chaîne invisible de bénédictions. Je veux vous rembourser les médicaments. Gardez cet argent, Maria. Achetez plutôt quelque chose de beau pour Sébastien. Les enfants grandissent si vite. Le dimanche arriva, avec un ciel d'un bleu éclatant et une température idéale. À 16h, Roberto avait préparé un grand thermos de café, de l'eau de Jamaïque et un plateau de biscuits achetés spécialement pour l'occasion. Les premiers à arriver furent Don Esteban et Doña Carmela, heureux de retrouver l'ambiance d'autrefois.
Puis vint Maria et Sébastien, puis une jeune famille avec 2 enfants. Peu à peu, la petite place devant la boutique se remplit. Roberto avait emprunté une enceinte à son neveu et mis de la musique des années 70 et 80. Les premières notes éveillèrent les souvenirs. Cette chanson, je l'ai dansée le jour de mon mariage, s'exclama Doña Leticia, une veuve de 60 ans. Moi aussi, répondit don Esteban en riant. C'était le tube de 1982. Bientôt, plusieurs couples âgés dansaient au milieu de la rue, pendant que les enfants couraient entre leurs jambes et que les jeunes riaient en voyant leurs parents redevenir adolescents. Carlito, l'enfant qui faisait toujours ses devoirs dans la boutique, jouait maintenant avec Sébastien et d'autres gamins du quartier. Roberto les observait et revoyait Miguel et Patricia, ses propres enfants, lorsqu'il les emmenait à la place le dimanche. Don Roberto. Il se retourna. Un jeune homme en uniforme de serveur se tenait là. Je suis Raoul Martinez, j'habite à l'angle. Ah oui. Comment allez-vous? Pas très bien, avoua Raoul. J'ai perdu mon travail la semaine dernière. Le restaurant où je travaillais a fermé. J'ai 3 enfants, et je ne sais pas comment payer le loyer. Une fois de plus, cette impulsion mystérieuse poussa Roberto à agir. Vous savez cuisiner? C'est tout ce que je sais faire. 10 ans en cuisine. Et si vous ouvriez un petit stand ici même, sur l'esplanade? Je vous prêterai l'espace et je vous aiderai pour le capital de départ. Raoul écarquilla les yeux. Vous êtes sérieux? Très sérieux. Le quartier a besoin d'un endroit où manger bon et pas cher. Et vous avez besoin de travailler. Mais je ne peux pas accepter. Bien sûr que si. Les voisins sont là pour s'entraider. Cette nuit-là, après le départ de tout le monde, Roberto s'assit seul sur le trottoir, devant sa boutique. Il repensa à tout ce qui s'était passé en une seule semaine. Il avait aidé Maria à sauver son fils et à retrouver un emploi, rendu à don Esteban le goût de vivre, offert à Raoul l'opportunité de se relever. Et pourtant, il ne se sentait pas appauvri. Au contraire, plus il donnait, plus il semblait recevoir. Chaque nuit, les produits de la boutique se renouvelaient comme par magie, et l'argent de la caisse ne diminuait jamais, peu importe ce qu'il offrait ou prêtait. Il leva les yeux vers le ciel étoilé. Où es-tu, mystérieux ami? Qui es-tu vraiment? À cet instant, il crut percevoir une présence familière. Là-bas, au coin de la rue, une silhouette se dessina dans l'ombre, celle d'un homme qu'il croyait reconnaître. Dans la lumière vacillante du vieux réverbère de la rue, don Roberto crut apercevoir une silhouette. Une femme, de taille moyenne, les cheveux longs, vêtue simplement. Il cligna des yeux, et l'apparition avait disparu. Pourtant, à l'endroit précis où elle se trouvait, il remarqua un petit morceau de papier, soigneusement plié. Intrigué, il se pencha pour le ramasser. Sous la faible lumière, il lut ces mots. La graine que j'ai plantée dans ton cœur grandit. Continue de la nourrir avec amour. Ta foi déplace des montagnes, même si tu ne le réalises pas encore. La note n'était pas signée. Mais don Roberto sut immédiatement qui en était l'auteur. Il la glissa avec soin dans son portefeuille, à côté de la vieille photo de Carmen, son épouse. Cette nuit-là, il rêva d'elle. Elle portait la robe bleue de leur 20e anniversaire de mariage et souriait comme avant, d'un sourire qui avait illuminé toute sa vie. Dans son rêve, elle lui dit « Je suis fier de toi, Roberto. » De quoi, ma vieille? Tu as enfin compris le secret. Quel secret? Que la véritable abondance ne vient pas de ce que tu reçois, mais de ce que tu donnes avec amour. À son réveil, Roberto se sentit transformé, plus vivant que jamais. C'était lundi. Une nouvelle semaine commençait, pleine de projets, il devait aller voir, avec Raoul, quelques équipements de cuisine d'occasion, organiser avec don Esteban la réparation de plusieurs appareils pour les voisins, et passer voir Maria pour s'assurer qu'elle s'adaptait bien à son nouvel emploi. Mais avant tout, comme chaque matin depuis la fameuse nuit du miracle, il s'arrêta derrière le comptoir devant le petit hôtel qu'il avait improvisé, une photo de Carmen, une bougie et une image de la Vierge de Guadalupe. Il joignit les mains et murmura. Merci de m'avoir envoyé cet homme. Merci de m'avoir rappelé qui je suis vraiment. À cette heure précise, il ouvrit la boutique et resta bouche bée. Les rayons, déjà pleins depuis quelques jours, semblaient encore plus fournis. Et surtout, ils contenaient des produits qu'il n'avait jamais commandés, des fournitures scolaires, des médicaments plus rares, des outils de base, et même des jouets.
C'était comme si quelqu'un savait exactement de quoi le quartier avait besoin, et s'assurait que tout se trouve dans son magasin. La première cliente fut Lupita, une adolescente de 15 ans qui vivait avec sa grand-mère. Essoufflée, presque en larmes, elle s'écria. « Don Roberto, vous avez des pansements et de l'eau oxygénée ? Ma grand-mère est tombée et s'est blessée au genou. » Bien sûr, Mija. Mais peut-être devriez-vous l'emmener chez le médecin ? On n'a pas l'argent pour ça, Don Roberto. À peine de quoi manger. Le vieil homme prépara un petit kit de premiers secours, ajouta des vitamines et quelques comprimés contre la douleur. Prends tout ça, dit-il doucement, et dis-lui que si dans 2 jours elle ne se sent pas mieux, je l'emmènerai moi-même à l'hôpital. Combien je vous dois ? Rien. Occupe-toi juste bien d'elle. Quand Lupita s'en alla, Don Roberto resta pensif. En une seule semaine, il avait aidé plus de gens que durant les 5 dernières années. Et plus il donnait, plus il recevait, pas seulement des marchandises et de l'argent, mais quelque chose de bien plus précieux, la certitude de faire une différence dans la vie des autres. Dans la matinée, David Sanchez, le journaliste local, entra dans la boutique avec un grand sourire et un exemplaire tout frais du journal. Votre histoire est en première page, Don Roberto. Je voulais que vous soyez le premier à la voir. Le vieil homme déplia le journal. Le titre proclamait « Le miracle de l'épicerie de Don Roberto, quand la foi déplace des montagnes ». L'article était rédigé avec une sensibilité rare, sans sensationnalisme, mettant l'accent sur les gestes de générosité plutôt que sur les aspects miraculeux. « C'est très beau, dit Don Roberto avec émotion. Merci d'avoir raconté mon histoire avec respect. Merci à vous de l'avoir partagée. Beaucoup de gens ont besoin de croire qu'il y a encore de l'espoir dans ce monde. » Tout au long de la journée, de nouvelles personnes vinrent, attirées par l'article, certains par simple curiosité, d'autres parce qu'ils avaient besoin d'aide, et d'autres encore pour rencontrer l'homme dont tout le monde parlait. À chacun, Don Roberto offrit un accueil chaleureux et quelque chose qui répondait exactement à son besoin, parfois avant même qu'il ne l'exprime. Peu à peu, la transformation de Don Roberto et de sa boutique créa une onde de bonté qui se propagea dans tout le quartier, comme les cercles qui s'élargissent sur l'eau. Mais cette lumière attira aussi des ombres. Des forces puissantes commencèrent à s'agiter, inquiètes de ce changement qui menaçait leurs intérêts. Don Roberto était sur le point de traverser la plus grande épreuve de sa foi et de découvrir enfin qui était réellement l'homme mystérieux qui avait bouleversé son existence. 2 semaines après la parution de l'article, l'épicerie San Miguel était devenue une véritable légende locale. Des visiteurs venaient de toute l'agglomération de Guadalajara pour rencontrer l'épicier qui distribuait gratuitement des médicaments, aidait les chômeurs et avait fait de son commerce un centre de vie et d'espoir. Devant la boutique, Raoul avait transformé ses 3 tables et sa plancha portative en un véritable petit restaurant de plein air, employant désormais 5 habitants du quartier. Les torta milagro étaient devenus la spécialité de la maison. Maria Fernanda, elle, avait non seulement réussi dans son métier de pâtissière, mais avait aussi ouvert une petite garderie informelle pour soutenir les autres mères du quartier. Don Esteban, l'ancien mécanicien, avait fondé un atelier communautaire où il enseignait les bases de la réparation aux jeunes sans emploi. Le quartier Santa Maria, autrefois morose, était devenu un oasis de solidarité et de prospérité dans une ville encore marquée par la crise. Chaque dimanche, les familles se réunissaient devant l'épicerie, musique, rire, repas partagés. Des gens des quartiers voisins venaient juste pour ressentir l'ambiance. Les médias parlaient désormais du « miracle de la communauté ». Mais tout le monde n'appréciait pas ces changements. Un mardi, en début d'après-midi, un homme entra dans la boutique. Costume gris impeccable, cravate rouge éclatante, mallette en cuir. Son allure tranchait brutalement avec l'atmosphère chaleureuse du lieu. « Vous êtes bien Roberto Mene ?» demanda-t-il d'un ton froid. « Oui, monsieur. Que puis-je faire pour vous ? Je suis maître Rodrigo Villarreal, représentant légal du Corporativo Comercial del Bajío. Je viens vous soumettre une proposition. » Don Roberto savait qui ils étaient. Cette chaîne de supermarchés avait déjà écrasé plusieurs petits commerces de la région. Quelle proposition ? L'avocat ouvrit sa mallette et en sortit une liasse de documents. Nous voulons racheter votre local et votre affaire. 3 millions de pesos. Le triple de sa valeur marchande. Le vieil homme sentit son cœur battre plus vite. C'était une somme qui lui permettrait de se retirer tranquillement, de vivre le reste de sa vie sans souci. Pourquoi tant d'intérêt pour ma petite boutique ? Soyons honnêtes, monsieur Mene. Votre situation actuelle pose problème.
Les supermarchés du secteur perdent des clients à cause de vous. Votre façon de gérer cette épicerie perturbe le marché. Vous distribuez des produits, vendez à perte, accordez des crédits sans garantie. C'est de la concurrence déloyale. Don Roberto sentit la colère lui monter au cœur. Cette boutique n'est pas qu'un commerce, c'est le cœur de ce quartier. C'est l'endroit où les gens trouvent de l'aide, où les enfants font leurs devoirs, où les voisins se retrouvent. L'avocat haussa les épaules. Avec tout le respect que je vous dois, ce ne sont que des sentimentalismes. Les affaires sont les affaires. Vous avez 48 heures pour réfléchir à notre offre. Lorsque l'homme partit, Don Roberto resta longtemps immobile, inquiet. Le soir venu, il confia la nouvelle au journaliste David Sanchez. Savez-vous qui se cache derrière ce consortium? Demanda Don Roberto. Les frères Aguirre, répondit David. L'une des familles les plus puissantes de l'État. Supermarchés, centres commerciaux, projets immobiliers. Si vous représentez une menace pour eux, c'est que vous faites réellement bouger les choses. Cette nuit-là, Don Roberto ne parvint pas à dormir. Il resta dans la boutique, les yeux fixés sur les rayons, pensant à tout ce qu'il avait bâti et aux vies qu'il avait touchées. À 2 heures du matin, alors qu'il se servait un café, 3 petits coups discrets résonnèrent sur la porte. Son cœur manqua un battement, c'était le même rythme que la nuit où tout avait commencé. D'une main tremblante, il ouvrit. Là, devant lui, se tenait l'homme mystérieux, vêtu de la même manière, le regard toujours aussi calme et profond. Il semblait inchangé, comme si le temps n'avait aucune prise sur lui. « Bonsoir, Roberto » dit-il avec un sourire chaleureux. « Où étiez-vous donc passé ? J'ai tant de questions. » L'homme entra avec la même simplicité sereine que la première fois. Son regard portait une paix ancienne, comme s'il n'avait jamais quitté cet endroit. « J'étais tout prêt, » répondit-il doucement. « Je regardais la petite graine que nous avons plantée ensemble pousser jour après jour. » Roberto baissa les yeux. « Ensemble ? Mais c'est vous qui avez tout fait. » L'homme secoua la tête avec bienveillance. « Non, Roberto. Je n'ai fait qu'éveiller quelque chose qui dormait déjà dans ton cœur. Le reste, c'est toi qui l'as fait naître. » Roberto se rappela leur première rencontre et, ému, servit un verre d'eau. L'homme le prit avec la même révérence qu'autrefois. « J'ai besoin de votre aide, » dit Roberto avec gravité. « Ils veulent acheter la boutique. Ils disent que ce que nous faisons ici perturbe le marché. » L'homme eut un sourire tendre. « Et toi, qu'as-tu envie de faire ?» Roberto se passa la main sur le front. « Je ne sais pas. C'est beaucoup d'argent. Je pourrais prendre ma retraite, vivre en paix. » Il hésita, la voix tremblante. « Mais ce n'est pas seulement à propos de moi. C'est à propos de Maria et de son fils, de Don Esteban qui a retrouvé un but à sa vie, de Raoul et de son petit restaurant, de tous les voisins qui viennent ici chercher un peu d'espoir. Que adviendra-t-il de si je vends ? » L'homme le fixa avec douceur. « Toi seul peux répondre à cette question. Mais écoute-moi, je vais te raconter une histoire. » Il s'assit sur le tabouret habituel de Roberto. Sa présence remplissait la boutique d'une paix mystérieuse, presque palpable. Il y a longtemps, un homme possédait une petite barque. Chaque jour, il allait pêcher. Il ne pêchait pas seulement pour lui, mais pour partager avec ceux qui avaient faim. Un jour, de riches commerçants vinrent lui proposer une fortune en échange de sa barque. « Avec cet argent, lui dirent-ils, tu pourras te retirer et vivre sans souci. » Le pêcheur leur demanda. « Et que ferez-vous de ma barque ? » « Nous pêcherons plus de poissons pour les vendre à meilleur prix, » répondirent-ils. « Et que deviendront les affamés de mon village ? » « Ce n'est pas notre problème, » répliquèrent-ils sans honte. Alors le pêcheur refusa l'offre et continua de sortir chaque matin en mer, nourrissant les siens et les nécessiteux. Peu à peu, d'autres pêcheurs suivirent son exemple. Le village se transforma, la solidarité grandit, et bientôt plus personne n'avait faim. Les commerçants s'en allèrent chercher ailleurs des lieux plus faciles à exploiter. Et le pêcheur ? Il resta pauvre en argent, mais immensément riche en amour. Lorsque la mort vint le chercher, tout le village pleura sa disparition. Les riches commerçants, eux, moururent dans l'oubli, personne ne se souvenait même de leur nom. Roberto écoutait, le cœur serré. Il comprenait où l'histoire voulait le mener. « Je saisis la morale, » dit-il doucement. « Mais pensez-vous vraiment que j'ai la force d'affronter des gens si puissants ? » L'homme le regarda longuement, comme s'il perçait jusqu'à son âme.
Roberto, sais-tu qui je suis réellement? Cette question le frappa de plein fouet. Depuis des semaines, elle le hantait, mais il n'avait jamais osé la formuler. J'ai eu mes soupçons. Murmura-t-il. Mais dites-le. Il inspira profondément, comme pour se donner du courage. Je crois que vous êtes Jésus. Un sourire radieux illumina le visage de l'homme. Pourquoi le crois-tu? Parce que j'ai fait des miracles? Parce que je connais le cœur des hommes. Roberto secoua la tête. Pas seulement pour cela. Mais parce que votre présence change tout ce qu'elle touche. Parce que l'amour que vous apportez dépasse tout ce que j'ai jamais ressenti. Et si je te disais que tu as raison? Le cœur de Roberto bondit. Le temps sembla s'arrêter. Pendant 3 semaines, cette pensée avait grandi en lui, mais l'entendre confirmer le submergea d'émotion. Pourquoi moi? Pourquoi ma petite boutique? Pourquoi ce quartier oublié? Parce qu'ici, il y avait des cœurs prêts à s'éveiller, répondit Jésus. Parce que toi, sans le savoir, tu vivais déjà selon mes enseignements. Tu aimais ton prochain, tu aidais les pauvres, tu partageais même dans ta propre pauvreté. Mais, je ne suis pas un homme religieux. J'allais rarement à la messe. La vraie religion ne se limite pas au temple, dit Jésus doucement. Elle vit dans les gestes d'amour du quotidien. Tu as été plus saint que bien des gens qui se disent mes disciples. Submergé, Roberto tomba à genoux. Mais Jésus le releva avec douceur. Ne m'adore pas, mon frère. Embrasse-moi. Ils s'étreignirent comme 2 amis de longue date qui se retrouvent après un long exil. Roberto éclata en sanglots contre l'épaule de Jésus, libérant des années de solitude et de chagrin. Que dois-je faire de l'offre d'achat? Demanda-t-il, la voix encore brisée. Que te dit ton cœur? Que je ne peux pas abandonner ma communauté. Mais j'ai peur, ils sont si puissants. La peur est naturelle. Moi aussi j'ai eu peur avant d'affronter ma croix. Mais souviens-toi, l'amour est plus fort que la peur, et la vérité plus puissante que l'argent. Vous allez m'aider? Je t'ai toujours aidé. Et j'aide toujours ceux qui choisissent de servir avec amour. Mais cette fois, je le ferai d'une manière différente. Comment? Jésus se leva, se dirigea vers la porte et se tourna une dernière fois. Tu le verras demain. Fais-moi confiance. Ne partez pas, pas encore, supplia Roberto. Jésus sourit. Je ne pars jamais vraiment, Roberto. Je suis présent dans chaque acte d'amour que tu poses, dans chaque main que tu tends, dans chaque cœur que tu consoles. Tant que tu resteras cet homme généreux, nous resterons liés. Et il disparut dans la nuit. Roberto resta immobile un moment, le cœur empli d'une force nouvelle. Le lendemain, il se leva avant l'aube. La décision était prise. À 10 heures précises, il rassembla Maria Fernanda, Don Esteban, Raoul, Lupita et sa grand-mère, Carlito, sa mère, le journaliste David et plusieurs voisins. Il leur exposa l'offre de rachat et sa décision de la refuser. Don Roberto, dit Maria, inquiète, c'est une somme énorme. Vous avez le droit de vous reposer désormais. Don Esteban se redressa. Cette boutique est notre maison. C'est ici que nous avons retrouvé une famille quand nous nous pensions seuls. Grâce à vous, mon fils a un avenir, ajouta Maria les larmes aux yeux. Moi, j'ai appris que le travail peut être un service, dit Raoul avec un sourire. Chacun parla à son tour. Ce lieu n'était plus seulement une épicerie, mais le cœur battant d'une communauté qui avait appris à s'aimer. Alors c'est décidé, conclut Roberto. La boutique n'est pas à vendre. À 14 heures, l'avocat Villarreal arriva, flanqué de 2 hommes en costume. Roberto les attendait à la porte, entouré de ses voisins. Sonor Méné, nous espérons votre réponse. Ma réponse est non. Cette boutique n'est pas à vendre. Le visage de Villarreal se durcit. J'espère que vous comprenez les conséquences de votre choix. Mon client a de nombreuses manières d'obtenir ce qu'il veut. Est-ce une menace? Non, un avertissement. Le groupe que je représente a de l'influence sur la mairie, sur l'administration fiscale, sur les services sanitaires. Si vous refusez de vendre, nous trouverons le moyen de fermer votre commerce. Un frisson parcourut Roberto. Mais les paroles de Jésus résonnèrent en lui, l'amour est plus fort que la peur. Faites ce que vous croyez nécessaire, licenciez. Mais tant que Dieu me prêtera vie, cette boutique restera ouverte. Les hommes partirent, furieux.
Mais Roberto savait que ce n'était que le début. Les jours suivants, les inspections commencèrent, salubrité, fiscalité, sécurité. Ils cherchèrent la moindre faille, sans rien trouver. Comme si une main invisible protégeait le lieu. Les articles de David déclenchèrent une vague de soutien. Des clients affluèrent de toute la ville, décidés à défendre cette petite épicerie devenue symbole de résistance. Les réseaux sociaux se mirent à bruire de hashtags, #Yo apoyo a Don Roberto, #Milagro de la Tienda. Une semaine plus tard, à la surprise générale, le maire de Guadalajara vint en personne. Il visita la boutique, salua les habitants et annonça devant les caméras. Je déclare à Barot San Miguel patrimoine culturel de la communauté. Cet endroit incarne les valeurs que nous voulons pour notre ville, solidarité, générosité et amour du prochain. Ce jour-là, Roberto comprit que la bataille prenait une nouvelle dimension. La boutique était désormais protégée par un statut officiel. La lutte n'était pas finie, mais il n'était plus seul. Et au fond de son cœur, il savait que Jésus tenait parole, il était là, présent dans chaque sourire, chaque geste de solidarité, chaque acte d'amour qui faisait battre ce quartier. Il sentit une présence familière. Il ne vit pas Jésus, mais il sut qu'il était là. C'était comme si son sourire bienveillant flottait dans la pièce, comme si un bras invisible l'enveloppait dans une étreinte fraternelle. « Merci », murmura-t-il dans le silence, « merci de ne pas m'avoir laissé seul dans ce combat. » Une brise légère fit frissonner les papiers posés sur le comptoir. Don Roberto jura entendre une voix qui murmurait tout près de lui. « Tu n'es jamais seul, frère. Jamais. » Les jours continuèrent de passer et la pression du puissant consortium, Corporativo Comercial del Bajío, s'intensifia. Ils ne se contentaient plus de simples menaces, leurs méthodes devinrent plus insidieuses, mais tout aussi implacables. Ils achetèrent l'immeuble voisin et lancèrent des travaux bruyants pour faire fuir les clients. Ils convainquirent certains fournisseurs d'arrêter de livrer la petite boutique. Ils orchestrèrent même une campagne de rumeurs, insinuant que les miracles qui s'y seraient produits n'étaient qu'un stratagème publicitaire. Mais chaque attaque semblait réveiller encore davantage la solidarité du quartier. Les voisins organisèrent des tours de garde pour surveiller la boutique. Raoul et d'autres commerçants fondèrent une coopérative pour trouver de nouveaux fournisseurs. Maria Fernanda mobilisa les femmes du quartier et lança une campagne de soutien sur les réseaux sociaux. Un mois après la première rencontre avec les avocats de la société, Don Roberto reçut une visite inattendue qui allait bouleverser son destin. Un couple âgé apparut sur le pas de la porte. L'homme, environ 70 ans, portait un costume sobre mais élégant, la femme, de la même génération, dégageait une grâce tranquille. « Êtes-vous Don Roberto Mene ?» demanda l'homme. « Oui, à votre service. Que puis-je faire pour vous ? Je m'appelle Eduardo Ramirez, et voici mon épouse, Carmen. » Don Roberto sursauta en entendant ce prénom, Carmen, le nom de sa femme défunte. « Nous avons beaucoup entendu parler de vous et de votre boutique, » reprit l'homme avec un sourire cordial. Eduardo lui tendit une carte de visite. « Je suis le président de la Fondation Esperanza, une organisation qui soutient des projets communautaires à travers tout le Mexique. Nous avons suivi ce qui se passe ici, et nous voulons vous aider. » La femme ajouta avec douceur. « Nous savons que cette grande entreprise essaie de vous écraser. Mais nous savons aussi que vous avez créé ici quelque chose de précieux, une véritable communauté bâtie sur l'amour et la solidarité. Nous voulons que cela perdure. » Elle marqua une pause, puis continua. « Notre fondation est prête à acheter tout le pâté de maison et à le transformer en centre communautaire permanent. Votre boutique resterait à vous, mais ferait désormais partie d'un projet plus vaste, un centre de développement pour le quartier, avec une garderie, un atelier de formation au métier, une petite clinique, une bibliothèque et des espaces pour accueillir des événements. » Don Roberto en resta bouche bée. C'était plus qu'il n'avait jamais osé imaginer. « Mais, pourquoi feriez-vous cela pour nous ? » Eduardo et Carmen échangèrent un regard complice avant de répondre. « Parce qu'il y a 30 ans, nous étions comme vous. Nous avions une petite boulangerie dans un quartier pauvre de Mexico. » La voix d'Eduardo se fit plus grave. « Nous étions sur le point de tout fermer à cause des dettes, lorsqu'un jour, un homme est entré. Un homme simple, aux cheveux longs, au regard paisible. Il nous a aidés d'une manière qu'aucune logique ne peut expliquer. » Le cœur de Don Roberto se mit à battre plus fort. Carmen reprit. « Il ne nous a pas seulement donné de l'argent et des produits, il nous a appris à voir notre commerce comme un service à la communauté. » Eduardo hocha la tête. « Depuis ce jour,
nous avons consacré notre vie à chercher des personnes comme vous, capables de transformer leur commerce en instrument d'amour. » Puis, d'une seule voix, ils ajoutèrent. Cet homme s'appelait Jésus. Don Roberto se laissa tomber sur son banc, abasourdi. Cela ne pouvait pas être une simple coïncidence. Quand cela est-il arrivé, demanda-t-il d'une voix rauque. En 1994, répondit Eduardo. L'année même où Don Roberto avait ouvert son épicerie avec son épouse Carmen, à Guadalajara. Cela défiait toute logique, comment cet homme aurait-il pu se trouver en même temps à Mexico et inspirer deux histoires parallèles? Eduardo lui sourit avec bienveillance. Mon fils, lorsqu'on a vécu ce que nous avons vécu, on apprend qu'il y a des choses que la logique humaine ne peut expliquer. Elles ne peuvent qu'être vécues avec foi. Ce soir-là, après le départ d'Eduardo et de Carmen qui avaient promis de revenir avec les documents officiels, Don Roberto ferma la boutique plus tôt. Il avait besoin de solitude pour digérer ce qu'il venait d'entendre. Il s'assit sur son banc habituel et prit entre ses mains la photo de sa femme. « Vieille compagne, murmura-t-il, tu savais que tout cela allait arriver. Tu savais que le nom que nous avons choisi, San Miguel, serait prophétique. San Miguel, l'archange protecteur, le guerrier qui défend les innocents contre les forces du mal. » À cet instant, il comprit que rien n'avait été un hasard, que tout avait été pensé depuis le début, comme un fil invisible reliant des cœurs généreux à travers les années et les villes, tissant un vaste réseau d'amour. 3 jours plus tard, alors qu'il disposait les produits du matin, David le journaliste arriva en courant. « Don Roberto, vous n'allez pas me croire. »« Qu'y a-t-il, jeune homme ?»« Le Corporativo Comercial del Baggio est sous enquête pour fraude fiscale. Les frères Aguirre ont été arrêtés cette nuit. » La boîte que Don Roberto tenait lui échappa des mains. Comment est-ce possible? Quelqu'un a remis anonymement au procureur une chemise remplie de preuves de leurs évasions fiscales sur les 10 dernières années. Des centaines de millions de pesos non déclarés. Personne ne sait qui est cet auditeur. Les documents sont apparus sur le bureau du procureur comme par miracle. Don Roberto esquissa un sourire. Encore cette main invisible qui veillait sur eux. Une semaine plus tard, les documents furent signés. Le projet du centre communautaire des Marais, Raoul fut nommé responsable de l'espace alimentaire, Maria Fernanda prit la direction de la garderie, et Don Esteban organisa l'atelier des métiers. L'épicerie San Miguel devenait le cœur d'un projet appelé à être reproduit dans d'autres villes du Mexique et d'Amérique latine. La veille du début des travaux, Don Roberto organisa un dernier dîner sur l'esplanade. Les voisins, Eduardo et Carmen, le journaliste David, les autorités locales et des dizaines de personnes dont la vie avait été touchée par cette aventure vinrent partager ce moment. En voyant tout ce monde rire, manger, s'embrasser, Don Roberto sentit une gratitude si forte qu'elle lui serra la poitrine. Lui qui avait failli tout perdre se retrouvait au centre d'une famille qu'il avait contribué à faire naître. Tard dans la nuit, après que tout le monde fut parti, il nettoya les dernières assiettes, ferma la boutique et s'assit. Demain, San Miguel ne serait plus seulement une petite épicerie, ce serait le cœur d'un centre communautaire. Il ferma les yeux et remercia pour chaque étape de ce chemin, pour chaque personne rencontrée, pour chaque miracle, petit ou grand. Lorsqu'il les rouvrit, Jésus était assis en face de lui, exactement comme la première nuit. « Bonjour, Roberto. »« Bonjour, mon ami. » Il ne fut pas surpris. C'était comme s'il l'attendait. « Comment te sens-tu » demanda Jésus. « Complet. J'ai enfin compris pourquoi je suis né, pour servir, pour aimer, pour construire une communauté. » Jésus sourit. « Tu as bien appris. Resterez-vous cette fois? » « Je ne pars jamais, Roberto. Je change seulement de forme. Parfois je suis l'étranger qui frappe à ta porte pour demander de l'eau. Parfois je suis l'enfant qui a besoin d'aide pour ses devoirs. Parfois je suis le vieillard qui se sent inutile, ou la mère seule qui n'a pas de quoi acheter des médicaments. » Don Roberto hocha la tête. Enfin, il comprenait. « C'est toi. Et moi aussi je suis toi, quand j'aime sans condition, quand je donne sans rien attendre, quand j'unis au lieu de diviser. » Ils restèrent un moment en silence, goûtant la paix de la nuit. « Et maintenant » demanda Don Roberto. « Maintenant, la graine que nous avons plantée va pousser bien au-delà de ce que tu peux imaginer. Des gens du monde entier viendront ici. Le modèle sera reproduit dans des centaines de villes. Des millions entendront l'histoire de l'épicier qui a ouvert sa porte à un inconnu et a changé tout un quartier. » Jésus se leva, s'approcha et le prit dans ses bras. « Merci d'avoir ouvert cette porte,
cette nuit-là. Merci à vous d'avoir frappé. Avant de franchir la porte, Jésus se retourna. Ah, j'allais oublier, Carmen est fière de toi. Elle m'a demandé de te dire que l'amour que tu as semé ici est le plus beau monument que tu pouvais lui offrir. Puis il disparut dans la nuit. Don Roberto resta là, le cœur en paix, sûr que quoi qu'il arrive, il ne serait plus jamais seul. 5 ans plus tard, le centre communautaire San Miguel était devenu un modèle mondial de développement social. Don Roberto, 67 ans, continuait d'accueillir les gens dans sa petite boutique, mais il voyageait aussi pour donner des conférences sur l'importance des entreprises porteuses de sens. Chaque soir, il s'asseyait sur son banc, regardait les 2 photos posées sur son bureau, celle de Carmen et celle du grand dîner de la veille des travaux. Et chaque soir, il remerciait pour le miracle qui avait transformé non seulement sa vie, mais celle de milliers de personnes. Et même s'il ne le voyait plus, il savait que Jésus était toujours là, dans chaque main tendue, dans chaque cœur ouvert, dans chaque acte de générosité. L'épicerie n'était plus simplement San Miguel, elle était devenue un phare d'espérance rappelant au monde cette vérité simple, les plus grands miracles se produisent lorsque nous ouvrons nos portes et nos cœurs à ceux qui frappent, ne demandant qu'un peu d'eau et un morceau de pain. Et c'est ainsi que l'amour finit par transformer non seulement une vie, mais le monde entier.